La cosmologie est l'étude de l'univers dans son ensemble. C'est un sujet étroitement lié à la relativité générale, puisqu'il est impossible d'aborder des concepts tels que expansion de l'univers, décalage vers le rouge, sans référence au concept de la relativité générale. On ne peut pas comprendre même ou formuler les questions adéquates sans la relativité générale. D'ailleurs, le sujet s'est développé rapidement après la découverte de la relativité générale. C'est une des premières applications que Einstein lui-même a poursuivies, en faisant une erreur monumentale d'ailleurs, comme on en reparlera. Et dans les années 20, les progrès ont été assez rapides suite aux travaux de Alexandre Friedmann et de Georges Lemaître. Et aussi suite aux données des observations donc, qui provenaient de Edwin Hubble et qui, par une heureuse coïncidence, se sont développées dans les mêmes années. Donc, la cosmologie théorique est basée sur un principe, ou je devrais dire une approximation plutôt fondamentale, qui est le principe cosmologique. Ce principe stipule que l'univers est homogène et isotrope, c'est-à-dire qu'il a les mêmes propriétés partout dans l'espace et que ces propriétés sont indépendantes de la direction dans laquelle on regarde. Bon, c'est un principe fondamental, mais comme je l'ai dit, c'est une approximation puisque ça définit plutôt une classe de référentiel ou de système de coordonnées qu'une propriété vraiment omniprésente de l'univers. L'univers n'est pas homogène, bien sûr, il y a des inhomogénéités, il y a des galaxies et des nuages, et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de structures matérielles dans l'univers, mais on est appelé ici à considérer l'univers comme un gaz, du point de vue macroscopique. Donc les molécules du gaz sont comme les galaxies, mais on s'intéresse au gaz dans son ensemble, dans une approximation du continuum, si vous voulez. Donc c'est vraiment un point de vue très différent de celui auquel on est habitué. Et donc c'est une approximation. Le fait qu'il soit isotrope, encore une fois, est lié au référentiel utilisé, parce que l'univers étant un milieu matériel, il y a nécessairement des référentiels meilleurs que d'autres, des référentiels préférentiels, en guillemets. Donc si on se place à un endroit dans l'univers et qu'on constate que l'univers est isotrope, par exemple, en étudiant le rayonnement fossile, la température du rayonnement fossile qui est indépendante de la direction. D'ailleurs, en réalité, cette température présente des variations très petites, mais de l'ordre de 10-4 ou 10-5, variations relatives, alors que sa température moyenne est de 2,7 degrés Kelvin. Donc, dans le référentiel qu'on occupe présentement, l'univers est isotrope avec une très bonne approximation. Mais si on avait un autre observateur qui se déplaçait par rapport à nous à une grande vitesse, donc en faisant une transformation de Lorentz, cet observateur, normalement, devrait percevoir un univers anisotrope, puisque l'effet Doppler n'agirait pas de la même manière dans toutes les directions. Donc, visiblement, cette exigence d'isotropie est en réalité la définition d'une classe de référentiel et de système de coordonnées. Remarquons bien sûr qu'il pourrait arriver qu'une telle classe n'existe pas, auquel cas on dirait que l'univers est fondamentalement anisotrope. Donc on suppose qu'une telle classe existe. Donc on va se définir un ensemble d'observateurs pour définir un système de coordonnées dans l'ensemble de l'univers, ou une classe de système de coordonnées. On va définir un ensemble d'observateurs qu'on appelle les observateurs fondamentaux. Pour chacun de ces observateurs, l'univers apparaît isotrope. Ces observateurs sont disséminés à des endroits différents, et on peut se figurer leur ligne d'univers comme une espèce de faisceau de courbes qui avance dans le temps. Ces courbes ne se croisent pas. En effet, si les courbes se croisaient, ça voudrait dire que deux observateurs fondamentaux sont au même endroit à un moment donné, mais avec des vitesses différentes, puisque leurs lignes d'univers se croisent. Et donc, s'ils ont des vitesses différentes au même endroit, c'est impossible que l'univers soit isotrope pour les deux, en raison du phénomène d'effet Doppler dont on vient de parler. Donc, on peut concevoir cette ligne de faisceau avançant dans le temps, et on pourrait définir des hypersurfaces. Je qualifie ça de feuilletage. Ici, ce serait des hypersurfaces de genre espace, qui sont en fait des surfaces à temps constant. Donc, on définirait le temps comme
de manière à ce que chacun de ces observateurs soit immobile. Donc que sa position soit indépendante du temps. Donc ces observateurs fondamentaux sont à des positions constantes. Le temps se succède comme des feuilles empilées sur ce faisceau de lignes d'univers. Et ça nous mène à une métrique globalement qui aurait la forme suivante. Donc j'aurais ici un coefficient G00 qui serait 1. C'est un choix d'échelle de temps en quelque sorte. Et j'aurai une partie spatiale. Donc A et B, encore une fois, sont des indices qui vont de 1 jusqu'à 3. C'est la partie purement spatiale de la métrique. Et je n'aurai pas de composante du tenseur métrique GIJ qui soit spatio-temporelle. Donc G0I est égal à 0. Bon. Les lignes d'univers des observateurs fondamentaux sont des géodésiques si on utilise un système de coordonnées tel que cette représentation soit valable. Comment peut-on le voir? Eh bien, rappelons l'équation de la géodésique ici. D'accord? Et donc, supposons qu'on ait une trajectoire pour un observateur fondamental qui soit essentiellement celle-ci, c'est-à-dire que la coordonnée est donnée par le temps propre pour chaque observateur et une coordonnée spatiale constante. Okay. Donc, vu que cette coordonnée spatiale est constante, les dérivées correspondantes sont nulles, et donc les valeurs de K et de J ici, qui sont 1, 2 ou 3, n'ont pas d'importance parce que les vitesses correspondantes sont nulles. La seule chose qui compte, c'est la valeur K égale J égale 0, parce que bien sûr, la dérivée ici est égale à 1, c'est-à-dire que d taux est égal à 1. Et donc, ce qui compte, c'est gamma I00. Donc, quand K égale J égale 0. Et si ce coefficient était non nul, eh bien, on aurait une équation non triviale ici où la coordonnée xi, 1, 2, 3, ne serait pas constante. Il y aurait une deuxième dérivée. Donc, il faut absolument, pour que ces observateurs fondamentaux suivent des géodésiques, que gamma I00 soit nul. Donc, justement, gamma I00, quand on écrit sa forme générale, c'est ceci. Et parce que là, évidemment, j'ai 2 zéros ici, ce qui fait que j'ai pu combiner deux des termes de la formule générale et avoir un facteur 2 ici. Bon, c'est simple. On suppose, comme on l'a dit, que les composantes spatio-temporelles de la métrique sont nulles. Donc, ceci est égal à 0. Et que G00 est égal à 1, donc une constante. Donc, sa dérivée est égale à 0. Donc, bel et bien, gamma I00 est égal à 0, et donc les observateurs fondamentaux suivent des géodésiques. Ils sont en chute libre. Okay. Bon. Non seulement ça, mais on peut affirmer en plus de cela que la métrique, que le GAB qui est ici, doit prendre une forme particulière où j'aurai un facteur d'échelle, que j'appelle S carré, qui dépend du temps, possiblement, et un tenseur métrique spatial qui ne dépend pas du temps. Okay. J'ai mis un signe moins ici pour donner un caractère, disons, positif à ce tenseur spatial. Donc, comment justifier cette forme? Eh bien, supposons qu'on ait justement trois observateurs fondamentaux qui forment les sommets qui sont au sommet d'un triangle. Alors, donc, en fonction du temps, ce triangle présente... bon, il va changer, okay, mais il ne peut pas changer de forme. S'il changeait de forme, il y aurait un des côtés qui deviendrait plus petit par rapport aux autres, ou enfin un des angles qui deviendrait plus ou moins obtus, et donc ça signifierait qu'il y a une direction préférentielle dans l'univers. C'est impossible d'avoir un univers isotrope pour tout le monde si ce triangle d'observateurs fondamentaux, au fur et à mesure que l'univers évolue, change de forme. Donc, la seule façon qu'il ne change pas de forme, c'est que la métrique soit, en fonction du temps, simplement gonflée ou enfin compressée, que ce soit un facteur d'échelle qui intervienne en fonction du temps et non pas une quantité qui dépend des directions ou qui dépend des composants. Donc c'est pour ça qu'on a cette forme ici. Facteur d'échelle qui dépend du temps, fois
tenseur métrique spatial constant. Donc c'est avec cette métrique qu'on va maintenant progresser. Comme cette première section est très courte, je vais enchaîner directement avec la deuxième section, qui est l'univers de Friedman-Lemaître. Donc ici, on désire poursuivre cette idée d'univers isotrope homogène pour déterminer la forme précise que devrait prendre, une forme plus restrictive pour cette métrique, c'est-à-dire en particulier pour cette forme ici, pour cette métrique spatiale. Donc, on devrait suivre un raisonnement qui est assez semblable, mais en fait plus simple, à celui qui a été utilisé pour démontrer la forme précise de la métrique de Schwarzschild, c'est-à-dire la métrique isotrope la plus générale. Donc, parce qu'on va travailler ici dans le cas uniquement spatial, donc on va supposer, on ne s'intéresse plus au temps pour le moment, donc on fait une parenthèse sur le temps, on s'intéresse à la métrique spatiale. Donc, comment écrire la métrique spatiale isotrope la plus générale? Quelles sont les quantités à ma disposition? Encore une fois, je considère trois coordonnées, disons, cartésiennes, entre guillemets, x, y, z. Je forme avec ça une espèce de vecteur R. Et avec ce vecteur, je peux construire des quantités qui sont invariantes lorsque j'applique des matrices de rotation sur ces coordonnées. Donc, la symétrie est bien représentée en fonction de ces coordonnées cartésiennes x, y, z, même si l'univers n'est pas plat, ce ne sont que des coordonnées. Donc, cette quantité serait invariante par rotation. R, produit scalaire avec dr aussi, bien sûr, ainsi que dr, scalaire dr. Donc, la métrique spatiale la plus générale dépendrait uniquement de la grandeur de R et pourrait multiplier des trucs comme ça ici. Donc, j'aurais par exemple R scalaire dr au carré et dr scalaire dr. Donc, parce que bien sûr, ça, c'est déjà du deuxième ordre en différentiel, et ça, il faut que je le mette au carré pour que ce soit du deuxième ordre. Donc, j'aurais des coefficients ici qui seraient des fonctions de R a priori inconnues, comme ceci. J'ai quand même le choix ici, je peux redéfinir ce que c'est que la coordonnée radiale R, faire une remise à l'échelle, de manière à ce que cette coordonnée mène à un coefficient D qui est égal à 1. On a fait un raisonnement similaire lors de la démonstration de la métrique de Schwarzschild. Donc, je peux toujours choisir cette coordonnée R de manière à ce que le coefficient D soit égal à 1. Et donc, ce faisant, évidemment, ce ne serait plus le même si je fais un changement de R vers R', par exemple. Ce n'est plus le même C ici, c'est pour ça que je change de lettre, et j'aurai au final un élément de distance spatiale, donc ce n'est pas un élément d'intervalle, mais une distance spatiale ici, qui serait une fonction B de R fois dr carré, plus R, donc plus quelque chose ici qui serait simplement R carré fois dθ carré, et ça ici, donc je mets ça ensemble. Et cette partie-là, je la remets là-dedans, et c'est pour ça que, vu que R change aussi, que ça me donne un coefficient différent. Donc, j'ai généralement cette forme. Ce que j'écris comme étant d oméga au carré ici, c'est la partie de l'angle solide, en quelque sorte. Ne pas confondre avec l'élément de volume dans l'espace-temps. Parfois, j'utilise malheureusement le même symbole pour deux concepts différents. Donc, je peux partir de cette forme. J'ai une fonction inconnue B de R, et le but de cette sous-section, c'est de déterminer quelle est la forme de cette fonction en respectant le caractère homogène et isotrope de l'univers. Donc pour ça, je vais mettre ça dans SymPy, et je m'intéresse encore une fois juste à la partie spatiale de la métrique. Et donc je vais introduire des symboles, comme les symboles de Christoffel et tout, qui sont propres à la partie spatiale de la métrique. Ici, on a une métrique spatio-temporelle simple, parce que je n'ai pas de terme mixte, et j'ai une partie temporelle qui est G00 égale 1. C'est assez trivial de passer d'une métrique spatiale et des quantités spatiales comme les symboles de Christoffel purement spatiaux aux symboles de Christoffel spatio-temporels. Donc c'est pas vrai, c'est pas très différent. Et donc quand je mets ça dans SymPy pour trouver à partir de la métrique les symboles de Christoffel, je trouve ces éléments ici. Donc une question de tourner la manivelle dans SymPy, n'est-ce pas? Et je peux continuer à tourner la même manivelle et calculer les composantes non nulles du tenseur de Ricci. Encore une fois, c'est le tenseur de Ricci spatial.
Et donc, j'ai les composantes non nulles qui sont là, et je vais former à partir de cela la courbure scalaire. Donc, la courbure scalaire serait une combinaison, bien sûr, de ces différentes... C'est une contraction, n'est-ce pas? Donc, ce serait obtenu en élevant un des indices du tenseur de Ricci et en sommant ces trois composantes une fois que l'un des indices a été élevé. C'est cette contraction. Quand on fait cela, donc en élevant l'indice, on doit multiplier par le tenseur spatial inverse, n'est-ce pas, qui va contenir une quantité comme b à la moins 1. Donc si on fait l'inverse de cette métrique, donc le tenseur contravariant contiendrait b à la moins 1 et contiendrait 1 sur r carré dans la partie angulaire. Donc fort heureusement, c'est un tenseur qui est diagonal. Donc la combinaison correcte à ce moment-là me donne cette forme. Okay, donc c'est une vérification simple. Et je l'ai écrit RS pour insister sur le fait que ce n'est pas le facteur R qui est ici. Encore une fois, quand on a... je vais avoir plus tard, donc je ne l'ai pas encore défini bien sûr, mais j'aurai plus tard l'utilisation constante d'un facteur R qui est comme le rayon de l'univers, R majuscule. Je ne veux pas que ce soit confondu avec la courbure scalaire, donc je mets un petit S ici pour insister. Et c'est aussi la courbure scalaire spatiale. Donc, maintenant j'ai cette exigence d'homogénéité. Donc, la courbure scalaire spatiale, qui est un invariant, doit être uniforme, la même partout. Et donc, ici, j'ai une équation différentielle, en fait, qui me permet de trouver B. Je sais que RS est constant, c'est une hypothèse importante pour moi. Et j'ai une fonction inconnue B, une équation différentielle, donc avec dB, dr. Donc j'ai B', j'ai oublié d'indiquer ce que B' veut dire, mais enfin vous aurez compris que B', ici c'est la dérivée de B par rapport à R, la coordonnée radiale. Donc je vais tâcher de résoudre cette équation pour trouver B. Donc je vais commencer par définir une variable U qui est B-1, où B est égal à U-1. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose comme B' sur B carré. Alors ça fait vraiment penser à la dérivée de B-1. Et j'ai 1 sur B, donc ce serait certainement plus simple en fonction de U égale B-1. Donc quand je fais ça, j'aurai pour le premier terme simplement 2U' divisé par R, avec signe moins, et pour le dernier, j'aurai 2U sur R carré. Bon. Donc ça simplifie l'équation. Ensuite, j'ai deux termes en 1 sur r carré. La seule différence, c'est u ici. Alors pourquoi ne pas définir v qui est égal à u moins 1? La dérivée de v serait la même que celle de u, donc v' égale u'. Donc oui, ça me permet d'écrire l'équation de manière encore plus simple, comme ceci. Et ça fait penser à une solution qui devrait être une loi de puissance, parce que j'ai ici une dérivée qui comporte une puissance de moins de r au dénominateur par rapport à ça ici. Donc ça nous fait vraiment penser à une dérivée, à une forme de v qui soit une loi de puissance. Donc on va poser ici que v est égal à moins une constante k majuscule fois une puissance de r à la m. Donc on substitue ça, c'est une solution d'essai si on veut. On substitue là-dedans. Donc, on obtient bien sûr pour V' moins mkr à la m-1. Je divise par r, ça fait r à la m-2. Et le moins m'enlève le signe qui est ici pour donner un signe plus. Donc, j'ai 2mkr à la m-2. Et ici, j'aurai plus 2kr à la m-2 aussi. Donc, si on veut que cette quantité soit indépendante de la position, qu'elle soit la même partout, il ne faut pas qu'elle dépende de R. Et donc, on doit avoir M égale à 2. Donc, j'ai M égale à 2 forcément. Ce qui me donne, quand je substitue là-dedans, 2 fois 2, 4 fois K, plus 2K, ça fait 6K. Donc, la courbure scalaire est égale à la constante 6 fois K majuscule. Et j'aurai V est égal à moins KR au carré, donc U serait égal à 1 moins KR au carré, et donc B, ici, serait ceci, 1 sur 1 moins KR carré.
Donc j'ai trouvé la forme, hein, il n'y a pas énormément de possibilités. Donc l'élément de distance spatiale est donné par cette expression. Et la métrique au total dans l'espace-temps par cette expression. Maintenant, je suis retourné à la formule initiale avec le facteur d'échelle S qui dépend du temps. Et j'ai cette forme. On peut finalement faire un autre petit changement de coordonnées radiales. On va écrire ça un petit peu différemment. Donc on va définir une coordonnée R bar qui est simplement un facteur d'échelle K, une constante, par rapport à R. Donc c'est une multiplication par une constante. Évidemment, si par hasard K majuscule était égal à 0, il faudrait simplement ne rien faire, donc poser que R bar est égal à R. Donc je fais ça. Quand je me concentre sur la partie qui est ici entre crochets et que je fais ce changement, j'obtiens ce qui est en bleu ici, donc j'aurai dr bar au carré divisé par, parce que j'ai une racine carrée ici, j'aurai la valeur absolue de K majuscule qui apparaît, et j'aurai ici 1 moins K majuscule divisé par sa valeur absolue, parce que j'ai changé le R carré qui est ici en R bar carré. Ce qui, et j'ajouterai ici bien sûr plus R bar carré à cause de ça, divisé par la valeur absolue de K majuscule, ce qui me permet de sortir le K majuscule et de le combiner avec le facteur d'échelle, ici. Ce qui me laisse, bien sûr, ce qui multiplie R bar ici, ce serait simplement le K minuscule que j'ai défini ici, qui est le signe du K majuscule. Donc c'est cette définition ici, petit k. D'accord? Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ce rapport et je vais lui donner un autre nom. Ça va être R carré, fonction du temps, facteur d'échelle. Et ici, je vais retourner à la notation R. Donc, je change les R bars en R simplement pour ne pas traîner des R bars partout. Et c'est la forme qu'on va donner à cette métrique. On est donc au point d'arrivée ici. On a obtenu ce qu'on appelle la métrique de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. Elle a 4 prétendants. Ces 4 prétendants, donc je les illustre ici, ils sont illustrés en ordre d'ancienneté. Friedman est un Russe qui a le premier trouvé cette solution dans l'espace-temps. Il est mort très jeune, malheureusement. Lemaitre a trouvé la solution indépendamment dans les années 20 aussi. Et Lemaitre, tout comme Friedman, ils ont réfléchi du point de vue de l'espace-temps et de la physique qui va avec. Lemaitre, en fait, s'intéressait beaucoup aux problèmes des galaxies en récession, à l'expansion de l'univers. Donc, il est arrivé à la conclusion, le premier, que l'univers provenait d'une explosion initiale. Donc, la théorie du Big Bang, qui a été nommée Big Bang par dérision par un de ses adversaires, curieusement, autour de 1950, cette théorie du Big Bang, c'est Lemaitre qui en est l'auteur. Pour lui, il utilisait un terme différent. Il disait que l'univers était issu d'un atome primitif suite à une explosion et que l'univers en expansion menait à une relation entre les distances et les vitesses de récession des galaxies. Et c'est pour ça que la loi de Hubble, maintenant, s'appelle la loi de Hubble-Lemaitre officiellement, parce qu'il en est le co-auteur. Et curieusement, Lemaitre était un prêtre catholique, donc il a eu toutes sortes de... il a été mêlé d'une certaine manière à des communications, même vaticanes, à l'effet que ses découvertes semblaient être en soutien à l'existence de Dieu, et lui, ça ne l'arrangeait pas tellement de mêler science et religion, curieusement. Robertson, on a déjà mentionné Robertson, dans le chapitre sur les ondes gravitationnelles, c'était lui, présumément, le fameux arbitre de l'article d'Einstein qui a été refusé et qui était faux. Donc Robertson et Walker, qui était britannique, donc on a un Américain, un Britannique, un Belge et un Russe. Robertson et Walker se sont surtout intéressés à la forme spatiale et à la preuve qu'on vient de donner, en fait, que la métrique spatiale qui est ici est la plus... est la seule solution qu'on a pour un univers homogène et isotrope. Donc, les anglo-saxons et les américains appellent cette métrique la métrique de Robertson-Walker. Et ailleurs, souvent, on l'appelle simplement Friedman-Lemaitre ou Friedman. Bon,
Ça dépend des pays sans doute. Mais ici, puisqu'on parle d'espace-temps, hein, et non seulement d'espace, donc il est approprié de l'appeler Friedmann-Lemaitre. La forme était connue de ces gens de toute manière. Et Robertson et Walker ont ajouté une preuve d'unicité, si on veut. Donc voilà, ce sera la métrique de Friedmann-Lemaitre. La courbure scalaire, maintenant. Cette courbure scalaire, on l'avait trouvée pour, ici, comme étant égale à 6K, n'est-ce pas? Cette courbure scalaire, maintenant, si on la remet dans un contexte avec ce facteur d'échelle S, parce que la partie spatiale de la métrique, ce n'est pas seulement le HAB, c'est aussi le facteur d'échelle. Donc, au fond, on a calculé toutes ces choses à l'aide de cette forme, excusez-moi, ici, mais il faut inclure en principe le facteur d'échelle. Et donc, il n'est pas inclus dans tous ces calculs, c'est uniquement le petit HAB qui contribue. Donc, il faudrait ajouter la contribution du facteur d'échelle à la courbure scalaire. On peut montrer, ce n'est pas très difficile, que si je prends un tenseur métrique et que je le multiplie globalement par une constante, la courbure scalaire, elle, va être multipliée par la constante inverse. Il suffit de descendre la ligne des calculs entre G, le tenseur de Christoffel, le tenseur de Riemann, le tenseur de Ricci qui fait intervenir G-1, enfin la version contravariante de G, ainsi de suite avec des facteurs opposés, pour arriver à cette conclusion. Donc, si j'ai multiplié par un facteur d'échelle S carré, il faudrait que je divise par ce facteur d'échelle pour obtenir RS. Et c'est ce que j'ai fait ici. Et comme au lieu de mettre K majuscule ici, comme j'avais avant, je mets petit k et j'inclus le facteur de la valeur absolue de K majuscule dans le facteur d'échelle au dénominateur, ce qui me donne le R carré. Bon. Donc, conclusion, la courbure scalaire spatiale se comporte comme 1 sur R au carré, R majuscule. Okay. Une remarque importante, c'est qu'on utilise apparemment des coordonnées qui ressemblent à des coordonnées sphériques. On a des angles, θ et φ. On a une coordonnée que j'appelle radiale, R. Et ce qui semble donner artificiellement un rôle particulier à la coordonnée R égale 0, qui est l'origine, si on veut. Mais l'univers est homogène, donc ça n'a pas d'importance. On peut mettre l'origine où on veut. C'est donc une illusion que R égale 0 est spéciale. En fait, quand on veut choisir un point quelconque dans l'univers, et qu'on utilise ce système de coordonnées, on peut toujours choisir R égale 0. C'est un point quelconque. C'est un peu comme en coordonnées sphériques sur la sphère. Sur la surface de la sphère, on a un point spécial qui est le pôle nord et un autre point spécial qui est le pôle sud. À ce point-là, bien sûr, θ égale 0, la valeur de φ n'est pas bien définie, donc on pourrait dire que c'est un point vraiment spécial, mais il ne s'agit pas ici d'une sphère en rotation nécessairement. Ça peut être une sphère qui n'est pas en rotation, donc la position de l'axe est tout à fait arbitraire. Et la sphère est entièrement symétrique, homogène de ce point de vue, donc ce n'est qu'un artifice lié au choix des coordonnées. Il n'y a rien de spécial par rapport à ce point R égale 0. On va terminer cette sous-section en définissant une nouvelle coordonnée. Encore une fois, donc c'est pratique parfois de définir une coordonnée qui remplace R, qu'on appelle psi. Donc elle est définie de cette manière. Okay, donc la différentielle de psi est la différentielle de R divisée par la racine de 1 moins k R carré, ce qui fait que en fonction de psi, la métrique s'écrit simplement comme ceci. Okay, j'ai simplement d psi au carré ici sans facteur au dénominateur. C'est l'avantage. Par contre, le R carré ici doit être exprimé en fonction de psi, mais je peux intégrer cette relation. Donc quand k est égal à 1, donc d psi égale dr sur 1 sur racine de 1 moins r carré, on intègre et on obtient un arc sinus. Et donc le sinus de psi est égal à r. Si k égale 0, bien sûr, il n'y a pas de différence. R est égal à psi. Et si k est égal à moins 1, encore une fois, on peut intégrer, mais cette fois, on obtient un sinus hyperbolique. Et donc r est égal à sinus hyperbolique de psi. C'est sous cette forme, souvent, qu'on va utiliser la métrique de Friedmann-Lemaitre. Bon, faisons des cas particuliers maintenant. Supposons que k est égal à 1 et examinons plus en détail cette géométrie. Donc la
métrique de Friedmann-Lemaître peut s'écrire dans ce cas-là comme ceci. Je parle uniquement de la partie spatiale. J'ai mis d sigma carré en fonction de cette nouvelle coordonnée psi. Et j'ai le signe carré de psi ici, parce que j'ai petit k égale à 1. Puis on va montrer que c'est la métrique qui décrit la 3 sphère. Qu'est-ce que c'est que la 3 sphère? C'est un espace qui est défini comme étant plongé dans l'espace à 4 dimensions, donc espace euclidien à 4 dimensions. C'est pas l'espace-temps. C'est un espace euclidien, c'est l'espace haute, en fait, de la 3 sphère. On utilise des coordonnées cartésiennes en 4 dimensions, donc x, y, z, w. Et l'équation de cette 3 sphères, c'est une généralisation de l'équation de la sphère en 3 dimensions. Maintenant, c'est en 4 dimensions. Et le rayon de cette 3 sphères est donné par R, le même facteur d'échelle qui est ici. Donc, comment est-ce qu'on montre ça? On utilise des coordonnées qu'on appelle hypersphériques, qui sont psi, justement, θ et phi. Ce sont les mêmes coordonnées qui interviennent ici. Donc, la relation est la suivante. W est égal à R majuscule cos de psi. X est égal à R sinus de psi fois sin θ cos phi, etc. Donc, on peut voir en fait que pour X, Y et Z, j'ai toujours ce facteur qui intervient, qui est comme un rayon. Et sinon, à part ce facteur, j'ai la définition habituelle des coordonnées sphériques. Et donc, je prends les coordonnées sphériques, je prends le rayon associé, et j'appelle ce rayon R majuscule sinus psi, et je lui ajoute une autre coordonnée, R cosinus psi. Donc on voit bien que x carré plus y carré plus z carré est égal à R carré sinus carré psi, plus w carré, R carré cosinus carré psi, cos carré plus sin carré donne 1, et j'obtiens bien cette relation. Donc cette paramétrisation ici, conclusion, on décrit bien cette surface. Le domaine de psi, psi va de 0 à pi. Pour le reste, θ, c'est comme en coordonnées sphériques, θ va de 0 à pi et phi va de 0 à 2 pi. On peut même définir le volume de cette sphère, qui est en fait l'hypersurface, si vous voulez, de la 3 sphères, mais c'est un volume en fonction de psi, θ et phi. Donc je fais l'intégrale, donc de 0 à pi, sur psi avec l'élément R, ici, R pour R sin psi pour dθ et R sin psi sin θ pour dφ. Donc je prends pour chaque coordonnée l'élément de longueur correspondant qui va dans la métrique. J'intègre sur le domaine de chacune des coordonnées, ça devrait me donner le volume de cet objet. On fait ça, c'est pas très dur, on obtient 2pi carré fois R cube. Donc de toute manière, R ici a l'interprétation physique du rayon de l'univers. C'est une sphère qui, présumément, a un rayon changeant en expansion, par exemple. Donc cette sphère en expansion correspond à l'espace en expansion, l'univers en expansion. Comme illustré ici, d'ailleurs. Donc cette illustration est assez simple pour être comprise par la personne de la rue, si vous voulez. Donc si vous voulez expliquer l'expansion de l'univers à un non-physicien ou une non-physicienne, vous pouvez présenter cette image d'un ballon, d'une sphère qui gonfle en fonction du temps. Et j'ai indiqué sur ce ballon 3 points, ça pourrait être 3 galaxies par exemple. A, B, C, en fait ce sont comme 3 observateurs fondamentaux, ils sont immobiles en fonction du temps sur cette sphère, mais c'est la sphère qui gonfle à cause du facteur d'échelle qui change. Et les distances relatives de ces points augmentent en fonction du temps. Et donc les distances augmentent, les vitesses relatives augmentent aussi, donc en fait C s'éloigne de B au fur et à mesure que la sphère prend d'expansion, et non seulement ça, plus C est loin de B, plus C s'éloigne rapidement. Donc c'est exactement le phénomène du décalage vers le rouge des galaxies. Plus une galaxie est lointaine, plus sa vitesse d'éloignement est grande. Donc ça ne veut pas dire que l'espace est nécessairement l'espace sphérique. C'est une courbure positive, c'est une des solutions. Il y a aussi la courbure nulle qui est possible, qui est la courbure négative, mais la courbure positive est plus facile à dessiner, disons. Okay. Ça veut aussi dire que l'univers est fermé sur lui-même. C'est-à-dire qu'on pourrait en faire le tour. Vous allez me dire, est-ce qu'on peut vraiment faire le tour?
c'est plus compliqué que ça, parce que l'univers est en expansion et on ne peut pas se déplacer à une vitesse infinie, n'est-ce pas? Si on pouvait se déplacer à une vitesse instantanée, je veux dire infinie, on pourrait bien sûr à un moment donné faire le tour rapidement, revenir sur nos pas. Pas revenir sur nos pas, mais revenir au point de départ, sans revenir sur nos pas, justement. Par contre, vu que l'univers est en expansion, si on essaie de se déplacer à une vitesse finie, on pourra peut-être jamais avoir le temps de parcourir une fraction appréciable de l'univers, et on va toujours courir après un horizon qui s'éloigne de nous. Donc, oui, l'univers pourrait être fermé sur lui-même. Non, ça ne veut pas dire qu'on peut en faire le tour. L'autre solution d'intérêt, c'est k égale moins 1. Donc, c'est un espace à courbure spatiale constante négative. On parle de courbure positive ou négative parce que, bien sûr, dans la courbure scalaire, il y a le facteur k ici. Donc, si k est plus 1, la courbure est positive. Si k est moins 1, la courbure est négative. Alors, comment peut-on le décrire? Ce système, presque de la même manière que l'autre, sauf qu'on va utiliser des coordonnées hyperboliques. Donc, on pourrait utiliser ces fameuses coordonnées ici, où j'ai remplacé les fonctions trigonométriques pour psi par une fonction hyperbolique. Donc, j'ai un cosinus hyperbolique de psi et des sinus hyperboliques de psi, mais pour le reste, je n'ai pas touché au sinus et au cosinus pour les angles, bien sûr. Et donc, j'ai encore une fois une espèce de contrainte ici, qui fait que, avec x, y et z, j'ai une somme de carrés qui était égale à une constante, qui est r carré sinus hyperbolique de psi au carré. Mais il faut que je soustrais oméga carré pour avoir une constante. Donc, il faut que je soustrais les deux. Donc, quand je prends la différence, donc oméga carré moins ceci, j'obtiens bien une constante r carré. Donc, ce n'est pas une sphère. C'est plutôt un hyperboloïde. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une géométrie hyperbolique, parfois. D'autre part, si j'écris à partir de cela l'élément de distance, autrement dit, je veux reproduire cette forme, je suis forcé d'utiliser un signe- pour w carré. Autrement dit, je ne pourrais pas mettre un plus ici et obtenir la forme désirée qui est celle-ci, avec le sinus hyperbolique au carré. Il faut que je mette un moins ici. Ce qui veut dire que l'espace haute n'est pas un espace euclidien, c'est un espace dans lequel j'ai défini une espèce d'hyperboloïde, mais cet espace haute n'est pas euclidien, donc il est difficile à visualiser aussi, non seulement parce qu'il compte 4 dimensions, mais parce que, bon, comme l'espace-temps, il est pseudo-euclidien. Alors attention, ce n'est pas l'espace-temps. Je parle ici d'un espace haute, qui, du point de vue de la métrique pseudo-euclidienne, se comporte comme l'espace-temps Minkowski, mais ce n'est pas l'espace-temps Minkowski, parce que le temps, il est ailleurs, il ne fait pas partie des considérations. Bon, je vais interrompre ici la vidéo pour qu'elle soit d'une longueur raisonnable, et dans une prochaine vidéo, on va terminer cette section avec une discussion des géodésiques dans l'espace de Friedmann-Lemaître.